Radio Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières. Merci à ceux qui nous écoutent, nous suivent sur www.radiookapi.net. Comment promouvoir l'agriculture d'urgence afin de lutter contre l'insécurité alimentaire? On en parle aujourd'hui avec M. Junior Elofa, coordonnateur des projets d'urgence et de résilience à la FAO. Monsieur Elofa, bonjour. Bonjour, très cher. Bienvenue dans cette émission. Il n'est pas seul dans ce studio. Nous avons l'honneur de recevoir aussi M. Daouda Doumbia, chef du projet d'assistance vitale à la production alimentaire d'urgence dans l'Est de la RDC. Monsieur Doumbia, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, des questions et préoccupations. Le standard est déjà ouvert, composé le 082 567 30 95 082 567 30 95. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons échanger autour de la promotion de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la discipline financière parmi les jeunes. On en parle à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission de la vie au quotidien, écrivez-nous à service@radiookapi.net, laissez un commentaire sur la page Facebook de votre magazine et appelez-nous au 082 567 30 95. Patrick Yassongwa sur la mise en onde de cette émission, John Chibois coordonne et réalise cette émission, David Moussangou et Esther Mamboté s'occupent des plateformes digitales de Radio Okapi. Désolé, la connexion n'est pas très bonne. Vous ne pourrez pas suivre, pas moyen de suivre l'émission en direct, mais l'émission sera uploadée, sera mise en ligne plus tard, après l'enregistrement. Bienvenue à tous au micro, Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Votre connexion Internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. RadioOkapi.net à votre service. Bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien. En République démocratique du Congo, 23% de la population souffre d'insécurité alimentaire aiguë, selon la dernière mise à jour du cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire. Alors, selon l'IPC, la situation alimentaire est préoccupante dans les provinces d'Elituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika pour la période de janvier à juin 2026. Plus de 9,9 millions de personnes dans ces provinces sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. De nombreuses familles dépendent de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche afin de se nourrir et gagner leur vie. Alors lorsqu'elles perdent leurs semences, les outils, les animaux ou l'accès à leurs champs, elles perdent également leur capacité à produire leur propre nourriture et à maintenir les moyens d'existence. Alors pour les experts, l'agriculture d'urgence est une réponse humanitaire essentielle pour faire face à l'insécurité alimentaire. Alors comment promouvoir cette agriculture d'urgence? C'est quoi d'abord l'agriculture d'urgence? Eh bien,
nos invités sont là pour nous en dire un peu plus. Monsieur Junior Elofa, ravi de vous avoir dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes coordonnateur de projets d'urgence et de résilience à la FAO. Alors, d'abord, c'est quoi l'insécurité alimentaire? On parle de l'insécurité, l'agriculture d'urgence pour faire face à l'insécurité alimentaire. C'est quoi l'insécurité alimentaire? Oui, en tout cas, merci beaucoup, Jody, de nous avoir reçus ici avec mon collègue Daouda. Au fait, la sécurité alimentaire, c'est cette incapacité qu'a une personne d'accéder à l'alimentation, donc à la nourriture d'une façon suffisante, saine, mais également aussi nutritive, et de manière à ce qu'il puisse permettre de mener une vie active et en bonne santé. C'est ça l'insécurité alimentaire par définition. Ok, oui. Monsieur Daouda, voulez-vous dire un mot là-dessus, l'insécurité alimentaire, peut-être avec des exemples aussi précis? Oui, comme l'a souligné Junior tantôt, donc c'est le fait qu'un ménage ou une famille soit dans l'incapacité de se nourrir de façon normale. Se nourrir normal, c'est quoi? Manger 3 fois par jour, le matin, midi, le soir? Après, c'est relatif. C'est relatif. Après, je ne suis pas nutritionniste, c'est vrai, mais bon. Mais je veux dire que déjà 2 repas conséquents par jour, je pense que ce serait déjà pas mal. Okay. Voilà, pour au moins subvenir à ses besoins physiologiques et nutritionnels. Voilà, moi je dirais 2 repas. 2 repas. Peut-être les nutritionnistes nous diront un peu plus, avec plus de détails, en termes de kilocalories, qu'est-ce qu'il faut. Oui. Mais moi je dirais 2 bons repas par jour. Pour un individu normal, ça devait le faire. Et les nutritionnistes disent que c'est pas la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité aussi. Exactement. Oui. Donc, ce qui fait que je vous ai dit tantôt, 3 fois par jour ou 2 fois par jour, après, oui. on peut en parler. Mais ce que moi je voulais simplement signifier, c'est que si l'apport nutritionnel est de qualité, oui. je pense que ça doit pouvoir suffire en termes d'apport calorifique. Monsieur Elofa, quelles sont les raisons à la base de l'insécurité alimentaire dans les provinces qu'on venait de citer? Et puis 23% de la population, c'est quand même important. Oui, 23% important, non, je pense que c'est vraiment énorme. Parce que si vous avez sur peut-être l'ensemble de la population, 23% qui n'arrivent pas à pouvoir leurs besoins nutritionnels, comme l'a souligné le collègue Daouda, et qui n'arrivent pas à avoir assez d'énergie pour remplir une vie saine, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors, les facteurs sont nombreux. Il y a d'abord au niveau de la zone de l'Est que nous connaissons aujourd'hui, c'est beaucoup plus les crises qui se sont multipliées depuis plus de 2 décennies. C'est-à-dire que les ménages qui, dans des champs de guerre, quittent leur foyer, se déplacent, vont dans des zones où ils trouvent la sécurité, mais dans ce départ-là, dans cette fuite contre les armées et autres facteurs, ils perdent tous leurs moyens de subsistance. C'est-à-dire, les moyens de subsistance, c'est quoi? C'est quitte à la semence demain qui devait produire peut-être 10 kilos de riz pour qu'il puisse avoir un besoin. C'est aussi la poule qui pond 2 œufs peut-être pour nourrir l'enfant qui n'a plus à manger. Et tous ces facteurs font que le fait de partir de zone A vers une zone B, il laisse tout, parce que ce qui est important, c'est sauver sa vie. Sauver sa vie, il ne peut pas tout emporter. Il ne peut pas tout emporter. Et même s'ils emportent, il y a des pertes qui se font en cours de route, là où ils sont peut-être, ils ont perdu dans leur marche, soit l'outil agricole, ou bien tout élément intrant qui entre fait dans la production alimentaire. Donc, au fait, les crises successives ont fait que ces chiffres ne peuvent que témoigner de la profondeur de la crise que nous connaissons à l'est de la RDC. Et surtout que la guerre dure depuis on parle même de 30 ans maintenant. Exact. Et monsieur Doumbia, quelles sont les autres raisons? Non, à ce facteur qui est, comme Junior vient de l'expliquer clairement, qui est un facteur, je dirais, conjoncturel. Un conflit armé et des déplacements qui engendrent des déplacements des populations. Et même dans cette situation, il y a des facteurs aussi aggravants qui peuvent être aussi liés à des chocs climatiques. Exact. Qui peuvent venir s'ajouter encore, ça fait une couche additionnelle par rapport aux impacts, aux effets de la guerre. Donc des populations déjà très vulnérabilisées qui encore subissent des chocs climatiques. Je pense que l'impact s'amplifie, quoi. Donc ça, on peut l'ajouter. Et maintenant, dans un tel schéma qui existe, d'où l'importance aussi d'avoir des réponses humanitaires et la présence aussi bien de l'État
que d'autres acteurs qui viennent en appui à l'État. Mais en quoi le choc climatique impacte la vie de ces populations? C'est ce que, là, pour le conflit, on a parlé de déplacement de population et autres. Une inondation, je prends le cas typique d'une inondation. Une inondation, ça peut affecter les terres arables. Ça peut détruire les champs, voilà. Tout ça. Oui. Donc les périmètres irrigués, les périmètres qui sont habituellement utilisés par la population pour leurs activités agricoles habituelles. Mais les changements climatiques, il n'y a plus assez de précipitations, il n'y a plus assez de pluie aussi, ça peut impacter l'agriculture. Oui, ça peut effectivement, ce facteur aussi, comme vous l'avez dit. Donc, une perturbation au niveau des cycles de la pluviométrie, par exemple, oui. Là où on attendait de la pluie dans telle période, on l'a plus. Et la pluie arrive que quand on ne l'attend pas. Donc, ça peut engendrer. Et là aussi, peut-être pas spécifiquement au Congo, mais dans certains pays, non, mais même le Congo, pour ce que j'ai pu comprendre, il y a eu des crises, il y a eu des inondations qui sont produites avec le débordement de certains cours d'eau, même au niveau du fleuve, les abords du lac, pardon. Donc, ça, c'est des effets. Ça peut beaucoup jouer sur les activités agricoles de la population. Oui. Et parmi les causes, on parle de la détérioration des conditions macroéconomiques mondiales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Monsieur Lofa, vous avez la parole. Ça, c'est une question qui est assez large parce que les conditions macroéconomiques mondiales, d'abord, il y a un aspect qu'on peut dire, surtout avec les guerres qu'il y a dans différentes zones du monde, par exemple, en termes de change, d'acquisition parfois de matériel, qui sont un peu plus chers. Prenons un exemple avec ce qui se passe maintenant en Iran. La houppe peut-être qui était achetée peut-être à $2 aujourd'hui. Hier, nous sommes à $5. C'est-à-dire que le taux d'importation, de l'accessibilité commence à poser problème. Oui. Et sans compter qu'il y a d'autres intrants, tels que les engrais parfois qui sont utilisés, qui coûtent de plus en plus cher. Donc ça, ce sont des effets macroéconomiques qui impactent directement au niveau de l'activité du producteur, quel que soit le coin du pays. Monsieur Daouda? Oui, je pense que Gina a bien commencé à éclaircir notre antenne là-dessus. Quand on parle de carburant, par exemple, donc le carburant, qui parle de carburant, a un impact sur le transport. Oui. Donc l'impact sur le transport va se déduire aussi sur le coût de transport. Avec le conflit, le détroit de Dortmund, comme on le dit tantôt, même si c'est pour la plupart les pays asiatiques qui s'approvisionnent dans cette zone, mais par effet domino, je pense qu'il y a les impacts aussi qui se font sentir chez nous. Qui parle par exemple de production de plastique, des matières des matières dérivées du pétrole qui servent à produire le plastique dans le golfe Persique également. Donc il y a ces impacts-là qui ont un effet domino. Donc pour nous, comme Julien l'a dit tantôt, quand on prend l'exemple de l'engrais, on sait qu'il y a une grande quantité d'engrais qui était produite au niveau de l'Ukraine par exemple et de la Russie. Donc le conflit déjà... Est-ce que ça arrivait jusqu'ici ou bien Non, peut-être pas spécifiquement au Congo, mais je veux dire, comme vous avez parlé de macroéconomie, donc j'essaie de développer. Mais peut-être pas de façon spécifique au Congo, mais je veux dire des pays qui ont un apport important en urée, en engrais, qui l'utilisent beaucoup, donc eux aussi ont vu du jour au lendemain les coûts s'accroître. Donc voilà. Alors la solution face à l'insécurité alimentaire, c'est l'agriculture d'urgence, promouvoir l'agriculture d'urgence. Alors, M. Junior Elofa, c'est quoi une agriculture d'urgence? Bon, d'abord, il faut bien préciser, parce que l'agriculture et l'agriculture d'urgence. L'agriculture d'urgence, au fait, c'est toute activité qui permet effectivement de protéger les moyens d'existence de subsistance des ménages. C'est-à-dire en cas de crise. Mais c'est un besoin qui est exprimé par la population, par les bénéficiaires, ceux qui sont en crise. Alors effectivement, ça permet effectivement dans la rapidité, dans le mois qui suit, la semaine qui suit, d'avoir dans l'assiette quelque chose à manger. Alors, les exemples sont assez nombreux. Par exemple, je pense que le collègue Daouda pourra peut-être expliquer, parce que le chef de projet par rapport à cette activité. Dans la partie Est, oui. Oui, dans la partie Est. Je donne un exemple, par exemple, dans le cas de la nutrition, comme on avait échangé tout à l'heure, la sous-nutrition des enfants, par exemple. On dit, on remet par exemple un noyau de poules, mais des poules qui sont en maturité sexuelle. On sait que le bénéficiaire reçoit ces noyaux-là, dans la semaine qui suit, ou plus tard un mois, l'œuf commence à être produit.
Et ça peut effectivement aider, par exemple, aux ménages dont les enfants sont malnutris, par exemple, de pouvoir pallier à une déficience protéique. Ce sont ce genre d'activités qui sont déployées de manière à ce que la nourriture arrive très rapidement, au plus un mois de l'activité dès le démarrage. Évidemment, après, derrière ça, il n'y a pas que ce qu'on appelle la distribution d'intrants ou bien des semences. Des semences améliorées, tout ça. Oui. Il y a au fait une approche qui est là, qui est un continuum en termes de la réduction de la pauvreté également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un ménage reçoit un kit, par exemple, il peut disponibiliser dans la semaine, dans le mois qui suit de la nourriture à la maison, mais l'excès est vendu pour créer des revenus de manière à compléter le bol alimentaire. C'est ça l'agriculture, c'est-à-dire une réponse rapide dans le délai, mise à disposition rapide des aliments. D'accord, Monsieur Daouda, par exemple, c'est les gens qui ont fui la guerre qui se retrouvent dans des camps, des déplacés. Comment ils peuvent pratiquer l'agriculture d'urgence? Oui. C'est d'ailleurs l'approche qui est la nôtre. Parce que déjà, comme Junior l'a mentionné, le fait de mettre à disposition des semences à ces coûts, déjà, permet de disponibiliser juste le premier mois, quand on prend l'exemple de l'amarante, le premier mois déjà, une fois la semence reçue, et que le semis est fait, dès le premier mois, l'amarante peut être déjà récoltée. Et maintenant, de façon spécifique à venir au cas d'être déplacé. Parce que là, la problématique, elle est laquelle? C'est l'accès à la terre. Donc, des populations qui sont déplacées, qui sont accueillies par des communautés hautes, il y a une notion, un concept aussi d'accès à la terre, je dirais. Dès l'instant que cette terre-là, cet accès est garanti, les populations, quand elles disposent de semences ou d'outils adaptés, elles peuvent le faire. Maintenant, les techniques qui sont utilisées aujourd'hui, il y a, par exemple, ce qu'on appelle le jardin, comment on appelle ça, le maraîchage qui se fait dans des sacs. Ok. Voilà, vous mettez du sable. Voilà, il y a de la terre, et puis avec un apport. Pas du sable. Voilà, c'est pas du sable. Et du coup, le lopin de terre qui est juste derrière la hutte ou la tente du déplacé, oui. Il n'a pas besoin d'avoir de grandes surfaces. Il peut déjà, sur cette base-là, et il y a des creux qui sont faits dans ce sac-là, les jutes de sac. Donc il peut éventuellement creuser là-dedans, on fait des trous, le semis se fait là-dedans, avec un arrosoir, il peut prendre de l'eau à côté, et puis il peut déjà arroser, et puis disposer de comment on appelle ça, de produits. Mais la quantité sera faible, hein, parce que c'est... Oui, à l'échelle de la famille. Oui. On parle à l'échelle de la famille. C'est un apport additionnel. Voilà. Ça dépend souvent, les ménages la taille des ménages, ça peut aller jusqu'à 6-7 personnes. Eh bien, dans ce cas, la distribution malheureusement se fait à ce stade. La distribution que nous on fait, on cible les ménages. Et la taille des ménages la taille moyenne des ménages au Congo, on l'a arrondi à peu près à 6 personnes par ménage. Oui. Donc avec cela, on peut déjà démarrer quelque chose. C'est une contribution en fait. Tout à fait. Bien, nous parlons de la promotion de l'agriculture d'urgence pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Appelez-nous au 082 567 30 95. 082 567 30 95. Nous avons en ligne Éminent Mwanda depuis la ville de Bukavu. Éminent, bonjour. Éminent Mwanda, merci d'ouvrir votre micro. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Je salue tous les auditeurs de la Radio Capi. Je vous salue aussi, Monsieur Jody, ainsi que votre équipe qui vous accompagne. Je suis trop intéressé par le débat d'aujourd'hui parce que vraiment ça concerne les gens qui sont actuellement dans des zones sous-occupées. Lutter contre la famine, beaucoup plus au nord et sud Kivu ces derniers temps, c'est une question épineuse. Monsieur Jody, je vous dis, nous avions été à Bukavu pendant un certain moment avant d'être ici à Kalemi. Nous avions vu comment les gens sont en train de mourir de faim. Parce que avant même de me déplacer ici, il y avait une maman qui était ma voisine, qui était décédée dans la maison parce que c'était une personne de 3e âge comme ça, parce qu'il n'avait pas d'argent.
Mais je sais très bien que pour répondre bien à cette question-là, M. Jody, il fallait que toutes les parties prenantes prennent conscience de la vie humaine qui est en danger à Bukavu, beaucoup plus, et à Goma. Parce que tant que le couloir humanitaire n'est pas encore ouvert, M. Jody, je vous dis que chaque fois, les rescapés de guerre risqueront aussi de mourir de faim. Parce qu'actuellement, quand il y avait mes fermetures des frontières à cause d'Ebola à Bukavu, c'était un phénomène inédit dans la ville. Mais pour que cela puisse d'abord trouver une solution un peu urgente, je vous prierai, M. Jody, que toutes les personnes qui nous écoutent actuellement à travers ces micros ici, qu'elles mettent d'abord en avant la vie ou soit l'humanisme. Parce que tant que les gens qui sont impliqués dans l'insécurité au nord et sud Kivu ne prennent pas conscience de la population civile, nous risquons vraiment de laisser la nation sans population. Moi, je voulais maintenant poser la question aux gens intéressés, soit aux agents humanitaires qui nous attendent. Qu'est-ce qu'il faut encore pour que les couloirs humanitaires soient réouverts au sud et au nord Kivu? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, pourquoi cela prendrait combien de temps afin que les gens qui sont actuellement à Goma et à Bukavu puissent vraiment retrouver, parce que nous savons très bien que la guerre est encore loin de prendre fin. Mais d'abord, il faut qu'on tienne compte d'abord des gens qui sont en train de traverser les moments difficiles de leur histoire. Et normalement, ce sont des victimes. Éminent Mwanda, est-ce qu'il y a certains ont repris déjà leurs activités agricoles ou l'élevage? Reprendre l'activité agricole, non, M. Jody. Parce que les gens qui se trouvent à l'intérieur de la ville de Bukavu, comme par exemple les gens qui peuvent être à Chabunda, parce que c'est là que d'abord il y a ma famille. Il y a aussi nos compatriotes là, les Wazalendo, M. Jody. Ma mère un jour va m'appeler, va me dire, ici, il y avait même une maman qui a échappé de justesse parce que les Wazalendo voulaient même la violer. Si vous allez à quelques kilomètres de Chabunda, vous allez vous rencontrer avec les Wazalendo là et ils vous menacent et même ils risquent même de vous violer. Pas moyen d'aller au champ, pas moyen d'aller travailler dans ces conditions-là. On comprend. Merci beaucoup, Éminent Mwanda, d'avoir appelé. On va accueillir Gentil Basokwamba depuis la ville de Kananga, dans le Kasaï central. Monsieur Basokwamba, bonjour. Bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi qui me suivent à ce moment. C'est monsieur Gentil Basokwamba Chidimo depuis la ville de Kananga, à Kazon pour le moment. Ce n'est que 5 questions seulement à poser à notre invité. Oui. Première question. Quelles sont les principales causes de l'insécurité alimentaire aiguë à RDC? Deuxième question. Pourquoi les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika sont-elles les plus touchées? Troisième question, quel est l'impact des conflits armés sur la production agricole et la sécurité alimentaire? Quatrième question, qu'est-ce que signifie exactement insécurité alimentaire aiguë? Cinquième question, comment protéger les agriculteurs qui perdent leurs terres, leurs semences, leurs outils ou leurs bétail? C'est ça vraiment, mais il y a plusieurs questions, je me limite à ce niveau-là, monsieur Jody. Merci beaucoup. Merci, monsieur Basokwamba. Monsieur Elofa, vous avez la parole. Oui, bon, on va se compléter avec mon collègue. Bon, d'abord, par rapport à la question que monsieur Éminent, je pense, c'est ça? Éminent, oui. Éminent qui a posé. Bon, d'abord, on compatit un peu ce qu'il a dit par rapport au décès de la dame de la 3e âge. Qui n'avait pas de moyens d'acheter à manger. Oui, il n'y avait pas de moyens d'acheter à manger. Ça fait mal. Donc, on compatit par rapport à ça. Alors, peut-être la question de savoir le couloir humanitaire. En fait, il y a le système des Nations Unies a un système de coordination qui est là. Je pense qu'il y a le coordonnateur résident qui est ici. Je pense que je n'aurais pas parlé par son nom, je n'ai pas mandat de le faire, mais il y a eu des actions qui ont été effectivement conduites depuis un certain temps, à ce que toute population qui est dans ces zones-là ait accès à l'aide humanitaire. Donc je pense à ce niveau-là, je ne peux que me résumer par rapport à ça, mais sachant aussi que dans la vision de la FAO, c'est que
la vie est très importante. C'est pour ça que l'alimentation et l'agriculture sont des éléments qui permettent effectivement d'entretenir la vie. Puisqu'on a dit tout à l'heure que on doit mettre à disposition à toute personne dans le besoin de la nourriture dans une quantité suffisante, de qualité, saine, afin qu'ils puissent mener une vie active, être en bonne santé. Donc ça, c'est la vision de l'effort par rapport à ces approches-là. Bon, maintenant, par rapport à la question de M. Gentil, il y a trop de questions. Fin de fin, je ne peux pas tout pu prendre. Oui. Et surtout, il a été trop prolixe aussi dans la rapidité. Oui. Je n'ai pas pu comment enregistrer toutes les il a commencé par parler quelles sont les causes de l'insécurité alimentaire. Oui. Pourquoi les provinces du Nord, Sud, Kivu sont les plus touchées, etc. Exact, merci. Bon, les causes, je crois qu'on avait déjà abordé ça dès le départ de cette émission. Disons que la crise qui est à l'Est est un des facteurs le plus importants d'ailleurs, qui a amené à ce que cette crise, connaît cette insécurité alimentaire. Parce que, vous l'avez souligné également, M. Jeudi, c'est que parfois, nous savons qu'en RDC, près de 90% de la population vit de l'agriculture. Et l'ensemble de ces populations sont à l'intérieur du pays, pas à Kinshasa. Et pour vivre de l'agriculture, il va avoir accès à la terre. Alors, s'il y a la guerre, s'il y a des groupes armés, ces personnes ne peuvent pas avoir accès à la terre. C'est leur support, comme on dit, dominant. Ils n'ont pas accès à la terre, donc ne peuvent pas produire. Ils n'ont plus de semences, ils n'ont plus des outils. Voilà. Et puis, il y a un problème très important que M. Daoud a souligné, notamment le changement climatique. Je crois que si vous constatez depuis quelques années, donc la pluviométrie est en train de baisser en RDC. Vous verrez parfois même dans les zones équatoriales où il n'y avait pratiquement pas de saison sèche, mais il y a une saison qui est en train de se dresser au fur et à mesure. Et quand vous partez vers le sud, vous prenez la zone du Haut-Katanga, vous remontez vers le Kasaï, on avait, par exemple au Katanga, on a 6 mois de pluie, 6 mois d'humidité et 6 mois de saison sèche. Mais il s'avère que tout cela est perturbé aujourd'hui avec les changements climatiques. Tout a changé. Ce qui fait que même le calendrier agricole, parfois les ménages se préparent bien avant que le pluie n'arrive. Ils peuvent s'aimer, mais on passe un temps d'insolation tellement important que les semences germent, mais sèchent. Et ça sont les conséquences qui sont là. C'est aussi un des facteurs qui engendre l'insécurité alimentaire. Mais il y a aussi un point important qu'on ne doit pas négliger, c'est l'utilisation des aliments. Est-ce qu'on utilise ça d'une façon efficiente ? Est-ce que la cuisson répond à garder les éléments nutritifs pour que le corps puisse absorber? Ce sont tous ces éléments-là qui causent l'insécurité alimentaire, mais également aussi un facteur qui est important, c'est l'économie. Est-ce que les ménages ont assez de revenus pour pouvoir leurs besoins? Donc ce sont ces facteurs conjugués qui amènent l'insécurité alimentaire. Donc, et puis, un point important par rapport au choix de l'Est du pays. Donc, en fait, le choix de l'Est du pays, parce que les besoins sont importants, comme on l'a dit, on se répète autrement, les besoins sont assez importants dans ces zones-là. Ce n'est pas pour autant que les autres zones du pays sont négligées. Oui. Mais les besoins sont très importants dans ces zones-là. Et parce qu'effectivement, comme l'a dit M. Éminent, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. C'est ça le problème. Ils ne mangent pas leur faim à cause de tout ça. Monsieur Daouda, vous avez la parole. Oui, je pense que Julien avait commencé à l'expliquer tantôt. Par rapport au choix, le choix ne se fait pas de façon délibérée ou, comme on l'a dit, il y a un système au niveau des Nations Unies aujourd'hui où on a ce qu'on appelle les secteurs, les différents secteurs. Par exemple, nous, on travaille avec le PAM, par exemple, en termes de colite. Nous, on est sur le secteur, ce qu'on appelle le cluster de la sécurité alimentaire. Donc, au sein, aussi bien pour l'UNICEF, par exemple, ou d'autres agences qui sont sur d'autres secteurs, eau, hygiène, assainissement, la protection, etc., etc. Mais pour ce qui nous concerne, il y a au sein de ce mécanisme-là des outils qui existent. Et donc, je pense que dans votre exposé liminaire, vous avez parlé un peu de cela, l'IPC, la phase 3+, la phase 3. Ce sont des indicateurs, ce sont des outils qui permettent de juger de la sévérité, de l'impact de l'insécurité alimentaire. Et donc, au sein de cette structure-là, de ce secteur-là, on s'organise de telle sorte que la conjugaison des efforts des uns et des autres puisse arriver à un tant soit peu répondre aux besoins des populations. Et en cela, il y a des marqueurs qui font que, malheureusement, pour le moment, ce sont que ces provinces-là, très souvent, qui
qui tombent sur ce marqueur-là. Ouais. Et donc les causes ont été aussi plus ou moins expliquées par Junior. Ici, ouais. Voilà, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais et comment vous faites dans le cas de l'agriculture d'urgence pour faire parvenir les semences, par exemple, à toutes ces populations déplacées de l'Est? Oui, ça c'est un challenge. Ça c'est un gros challenge. C'est vrai que on travaille beaucoup avec des structures, ce qu'on appelle des prestataires de services, qui sont des entités congolaises, agrémentées par l'État, donc reconnues par l'État congolais, et qui peuvent travailler avec nous. Donc, il y a des passations de marché qui sont faites, il y a des appels d'offres qui sont faits, et c'est à travers cela qu'on essaie, dans la mesure du possible, dès qu'on dispose de ces semences-là, avec d'autres fournisseurs aussi d'achat, où on achète, dès qu'on dispose de ces semences-là, on peut se déployer sur le terrain. Là où c'est possible, on y accède. Là où c'est pas possible, on essaie de trouver d'autres mécanismes. Très souvent, c'est très compliqué. D'où l'importance du couloir humanitaire. Hein. Oui, effectivement, mais comme Junior vous l'a dit tantôt, monsieur le coordinateur humanitaire, je pense qu'il a ce bâton-là, et je pense qu'il fait mains et pieds pour pouvoir faciliter et mettre en place ce couloir-là, aussi bien dans toutes les provinces qu'on a parlé tout à l'heure. Et nous, c'est dans ce carnaval qu'on s'inscrit. D'accord. On va accueillir Jean-Arthur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Nous parlons de la promotion de l'agriculture d'urgence pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Jean-Arthur, bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi aux invités. On vous écoute, Jean-Arthur. L'insécurité alimentaire, ce n'est pas seulement à l'Est, c'est toute la République, monsieur Jody. Oui. À l'époque, on avait même à Kinshasa. Même à Kinshasa, c'est partout. Même dans des provinces. À l'époque, on mangeait 3 fois par jour. Le matin, à midi et les soirs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, même si vous allez dans des provinces, vous allez manger comme on mangeait à l'époque? Non. Alors, pourquoi l'État congolais ne met pas en promotion les écoles des agriculteurs comme les agronomes? On avait une école ici à Yolo, vers Rond-Point, quand vous allez Yolo et Zo. L'école de l'agriculture. Jusqu'aujourd'hui, l'école est négligée. On construit seulement des immeubles, on fait autre chose, mais il n'y a pas même une école ici à Kinshasa, l'école qui apprend les élèves comment pêcher et les enfants comment pêcher. L'agriculture, l'élevage, les pêches, ce sont des éléments très importants pour faire nourrir la population. Mais quand on ne pense pas à ça, nous construisons seulement, on crée seulement d'autres options, des gens qui peuvent faire autre chose ou envoyer les enfants en Europe ou faire quoi, aller étudier là-bas, étudier d'autres choses. Mais dès que nous négligeons l'agriculture, l'élevage et les pêches, c'est tout un problème, ça pose un grand problème. Alors, monsieur Jody, que l'État congolais quand même puisse penser comment faire nourrir la population. Acheter même 5 tracteurs par province, ça coûte combien? Au lieu de créer des sauts de moutons, au lieu de créer les choses qui ne peuvent pas faire avancer la population, la clé qu'on avait trouvée là-bas à Kinko... Les sauts de moutons, c'est pour... on a un problème des embouteillages ici, ça vient... Mais les embouteillages persistent. Si vous êtes à Lingouala, je pense que vous connaissez bien Lingouala, on commence à créer des routes secondaires. Quand même, ça va dégager les embouteillages, pas des millions de dollars pour un pont urbain, non. Voilà, donc votre proposition, c'est de promouvoir les écoles agricoles, qu'on ait beaucoup plus des écoles agricoles dans toutes les provinces. Nous voyons l'école de la navigation ici à Kaouka.
Ce sont des étrangers qui viennent étudier là-bas. Si vous allez là-bas, vous avez trouvé combien de Congolais qui sont là-bas pour étudier? Ou aujourd'hui, vous envoyez votre enfant aller étudier à l'école agronome d'un agronome ou comment l'élevage ou la pêche, l'enfant va refuser. Merci Jean-Arthur de Kinshasa. Merci beaucoup. Monsieur Junior Elofa, votre réaction? Bon, en fait, je pense que M. Jean-Arthur est en train de parler de l'école technique de Montbéliard. Donc, effectivement, là, par le passé, la FAO a appuyé cette école en matériel. Mais aussi qui forme les techniciens A3, agronomes. Donc, il y a cette école qui existe et qui fonctionne d'ailleurs. Parce que dernièrement, l'année passée, je pense, j'avais fait une visite là-bas. Ils ont des équipements et puis l'enseignement, en tout cas, est très bien donné, surtout en maîtrise des techniques agricoles, d'élevage et autres. Donc, l'école existe. Bon, maintenant, promouvoir ces écoles, la FAO appuie le gouvernement dans ce sens-là. Et ça se fait sous la requête du gouvernement. On ne peut pas dicter, nous, ce que le gouvernement doit faire. Mais néanmoins, tant que la FAO, en tant que conseiller de gouvernement, est consulté par rapport à ça, la FAO apportera son appui certain. Je peux me limiter à ça parce que cette matière qui n'est pas la nôtre, d'abord, ça répond directement du ministre de l'Agriculture. Merci. Bien, Monsieur Daouda. Et puis il parle si on peut, par exemple, distribuer des tracteurs, ça peut aider à promouvoir l'agriculture. Ah ouais, je pense que ça peut effectivement aussi bien, comme Junior vient de le dire, et même l'auditeur en question, la promotion et la vulgarisation comment on appelle ça, des écoles d'apprentissage aussi bien en agriculture qu'en pêche, l'élevage, etc. Je pense que pour des pays comme la nôtre, il est clair que ça repose beaucoup sur ces domaines-là, le développement dans nos pays. Et une bonne frange de la population reste aussi rurale. Donc ce sont des activités qu'elle pratique par essence. Donc pour moi, le fait de former, le fait de mettre à disposition, comme vous l'avez dit, des moyens modernisés pour pratiquer l'agriculture, c'est l'idéal. Et je pense que c'est, à mon avis, peut-être c'est ce que tout gouvernement, les gouvernants essaient de mettre en place, et ce, en fonction des moyens dont ils disposent. Donc, pour notre part, comme Junior l'a dit, on reste intrinsèquement lié avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement. Donc, ce sont des partenaires primordiaux pour nous, avec lesquels nous travaillons. Et quand il y a une requête, et dans la mesure du possible, comme Junior l'a dit, la FAO a toujours été présente et sera toujours présente. Et il a dit l'insécurité alimentaire, ce n'est pas seulement dans les provinces de l'Est, mais c'est partout, même ici à Kinshasa, il y a l'insécurité alimentaire, M. Daouda. C'est vrai, mais comme je vous l'ai dit tantôt, vu qu'il y a des outils, comme je vous l'avais expliqué dans le cadre de la sectorisation des acteurs humanitaires, comme je vous l'ai dit, la sécurité alimentaire, pour moi, si je dois comparer un cas de Kinshasa à quelqu'un, à Kinshasa au moins, peut-être je ne vais pas m'amuser, au moins je peux me lever le matin et je peux me déplacer et je peux aller chercher des moyens pour subvenir à mes besoins. Donc je n'ai pas cet empêchement-là. Mais pour quelqu'un qui est dans les provinces dont on a parlé, il y a une notion de vulnérabilité aussi. Parce que ces personnes-là ont été déjà déplacées de leur endroit de vie habituel. Donc pour moi, si on doit choisir en fonction du peu de moyens qu'on a, on va privilégier d'abord la personne qui est dans une phase très vulnérable, parce qu'elle a été empêchée physiquement, elle a été empêchée par des conflits, et elle n'est même pas dans un endroit où elle est habituée à vivre, donc elle n'a plus de moyens. Donc celle-là, en priorité, je lui apporterai de l'aide. Et par la suite, en fonction de ce que j'ai, ce dont on disposera, on peut venir aussi en aide aux autres. Mais comme on vous a dit depuis l'entame de cette émission, c'est une contribution que les uns et les autres font. Et je suis convaincu qu'il y a d'autres acteurs qui se positionnent aussi dans les interventions en milieu urbain, périurbain également. Monsieur Lofa, comment la FAO, quelles sont les actions de la FAO pour promouvoir l'agriculture d'urgence? Qu'est-ce que vous faites par rapport à cela? Les actions qui sont menées par rapport à la promotion de l'agriculture d'urgence. Oui, par rapport à la promotion de l'agriculture d'urgence, nous l'avons dit, c'est d'abord répondre à un besoin.
Le besoin, par exemple, je crois que Daouda a souligné par rapport à la cartographie d'abord des zones, c'est qu'on voit la gravité de la crise, bien de la situation de l'insécurité alimentaire. Alors, il y a effectivement, dans un premier temps, il y a une cartographie qui est faite sur des évaluations, donc l'IPC. Il y a aussi un outil DIEM, parfois, qui marque la progression de la crise au niveau du ménage même, et c'est pris à temps réel. À partir de cette cartographie, effectivement, les besoins sont adressés. Ces besoins, c'est par rapport au manifeste des ménages. Peut-être un ménage aura besoin de faire peut-être des cultures maraîchères s'il le veut. S'il veut faire de l'élevage, donc on essaie effectivement de pouvoir répondre à ce besoin-là. Mais ça passe par plusieurs phases, pas seulement en termes de mobilisation en amont. Il y a tout cet accompagnement technique, également la sensibilisation par rapport à l'utilisation des intrants qui sont donnés. Donc, il y a l'accompagnement technique qui se fait, même l'utilisation, et aussi, parfois, on arrive aussi dans le mois, peut-être dans les 3-6 mois de projet, par exemple, à expliquer à un ménage comment il doit rentabiliser les activités qui sont faites en termes d'abord, alimentaire, et deuxième, en termes aussi financiers. Et ce sont ces activités-là qui sont promues dans toutes nos différentes activités pour répondre rapidement aux besoins que le ménage a manifestés. Et en passant, quelles sont les missions de la FAO? Parce que certains se disent, bon, la FAO est là seulement soutenir les agriculteurs, distribuer des semences améliorées, etc. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Monsieur Lofa? Oui, au fait, la FAO, on a dit tout à l'heure, c'est d'abord un conseil de gouvernement. Parce qu'au fait, la FAO, c'est une organisation spécialisée des Nations Unies, donc qui est composé maintenant, je crois, de 194 dans 194 États membres, dont fait partie de la RDC. Et la FAO apporte un appui technique certain au niveau de ses États membres, mais également en termes de connaissances. Si, par exemple, le gouvernement a un besoin spécifique et que l'expertise n'est pas disponible dans le pays, la FAO amène la connaissance pour que cette activité se fasse. Ça, ce sont des éléments qui sont là, mais également, la FAO aussi permet de renforcer les capacités des États membres, notamment la RDC, depuis 1960 nous y sommes, aussi par rapport, comme l'a dit Daouda, par rapport aussi dans des situations d'urgence. Et la FAO apporte l'assistance également. Ça, ce sont les domaines qui sont là, mais ça reste en finalité. L'objectif à la fin, c'est éliminer la faim, améliorer la nutrition également, réduire la pauvreté et surtout de préserver d'une façon durable les ressources naturelles. C'est ça le mandat de la FAO. D'accord. On va accueillir un autre auditeur, Trésor Macha, qui nous appelle depuis Bounia, dans la province de l'Ituri. Monsieur Macha, bonjour. Bonjour, je dis bonjour aux invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je suis Macha Trésor, je vous appelle depuis Bounia. Oui, on vous écoute. Très bien. Le sujet a été tellement cool, j'ai aimé et je voudrais vraiment participer dans ces débats. Je voudrais bel et bien prendre l'aspect d'abord ici en Ituri. Vous savez qu'il y a des déplacés qui n'ont pas actuellement accès aux portions même des terres qu'ils ont quittées avec l'insécurité que nous avons ici, que tout le monde le sait. Donc, la population, les déplacés quittent donc leur village, ils viennent ici s'installer dans des sites. Alors, vu l'explication de notre invité, il a dit que non, pour arriver à promouvoir l'agriculture d'urgence, par exemple, dans des sites de déplacés, il faudrait créer par exemple 1 mètre de terre et ils peuvent cultiver et subvenir aux besoins de la famille. Alors, moi-même, je fais un tour dans des sites ici que nous avons dans la province, ici dans la ville de Bounia. Alors, ces sites-là, il y a des tentes, il y a des bâches qui sont côte à côte. Il n'y a même pas une portion de terre, il n'y a même pas là où que la population peut bel ou bien cultiver. Alors, pour de tels cas, vous comprenez un peu, il n'y a même pas quelque chose. Les populations, ils ont laissé tout ce qui était comme activité au village, ainsi de suite, ils sont arrivés à Bounia. Et aussi maintenant s'adapter avec cette vie de la ville, c'est tout à fait compliqué. Alors, maintenant pour des populations comme ça, il y a aussi des ONG qui peuvent venir, subvenir à leurs besoins. 1, 2, 3 mois, vous comprenez qu'il n'y a même pas de l'aide humanitaire de la part des ONG. Alors maintenant, pour des populations comme ça, comme pour des déplacés et qui vivent dans des situations pareilles, quelles sont les solutions peut-être que nos invités peuvent fournir à cette population qui vivent dans des sites qui n'ont même pas
accès aux portions de terre, qui n'ont même pas accès également à d'autres activités. Donc ici, dans la ville de Bunia. Voilà un peu ma petite préoccupation. Merci Macha Trésor. Depuis Bunia, nous avons aussi en ligne Robert, toujours en Ituri. Bonjour Robert. Bonjour monsieur le journaliste. La Radio Capi, radio de la paix, de l'unité, de cohésion nationale. Soyez bénis. Merci. Hommage à l'invité et à tous les journalistes. C'est fantastique. Cette émission a vraiment un caractère éducatif. Je ne vous apprends rien en disant que les grands principes de gestion de la chose publique et de la vie sont sacrés, consacrés par le beau Dieu. Entre autres, amener la nation à l'autosuffisance et à la puissance dans tous les secteurs de la vie, en commençant justement par le secteur d'agriculture, la nourriture, la pêche, l'élevage devrait faire l'objet de préoccupations, même la priorité aux côtés de la route, l'eau et l'électricité, ainsi de suite. Aussi la puissance militaire. Vraiment félicitations. Si l'invité peut envisager la possibilité de transmettre toutes ces pertinentes réflexions aux autorités à tous les niveaux pour qu'on les mette en pratique. Vraiment, il faut avouer que nous, les peuples congolais, nous sommes trop distraits, je ne sais pas pourquoi. Ça fait la honte d'importer la nourriture. Non, ce n'est pas possible. Comme je vous ai dit autrefois, moi, politicien, administratif, je suis converti en agriculteur. Ça fait de plaisir énorme. Vraiment, si on peut sensibiliser la population et surtout les services attitrés pour qu'on puisse aider la population quant à ceux. La petite Ouganda ici, si vous voyez comment l'État est en train de prendre en charge la population dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, mais vous serez étonné. Monsieur Robert, vous dites que vous êtes à Aru. Monsieur Robert, j'ai vu comment l'Ouganda est en train de s'organiser. Oui, monsieur le journaliste. Vous dites que vous êtes agriculteur. Quelles sont les cultures que vous faites? Vous avez accès à la terre et comment vous faites pour avoir les semences? Ça vient de l'Ouganda? C'est très compliqué. Nous achetons ça auprès des amis agronomes. Ils s'en occupent quand même de privés. Il n'y a pas la structure de l'État qui fait cette distribution. Il y a aussi une entreprise, j'ai oublié le nom, sur la route de l'aéroport là. Greenhouse, voilà. Greenhouse nous aide aussi. Je fais les maniocs, les haricots, les oignons, pommes de terre, et la tomate. Vraiment, ça fait du bien. Je m'excuse, j'ai même envie d'abandonner le travail de l'État pour faire l'agriculture. Donc, c'est vraiment une honte. Nous ne pouvons pas mourir de faim ou importer la nourriture. Ce n'est pas possible. Vraiment, hommage. Merci beaucoup, monsieur Robert. Je suis très content de cette émission. Merci beaucoup, monsieur Robert. Monsieur Daoud, à vous la parole. Oui, merci. Ouais, mais je pense qu'il nous a apporté beaucoup de joie dans le cœur, hein, oui. Avec le dynamisme qu'il a. Oui, moi, je pense que c'était beaucoup plus une prière, hein, oui. Le deuxième auditeur. Le premier auditeur, je pense qu'il a posé un problème qui, à mon sens, c'est un problème qui est lié à l'accès à la terre. Parce que là, il a parlé de contiguïté au niveau des sites de déplacés qu'il a pu apercevoir au niveau de Bunia, je pense, qui parlait de la ville de Bunia. Je pense. Voilà, il dit dans les camps des déplacés, il n'y a pas l'accès à la terre, oui. Parce que les bâches, les abris sont côte à côte. Oui, il n'y a pas moyen d'avoir accès à la terre. Effectivement, ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que si on n'a pas accès à un lopin de terre, d'espace, c'est un peu plus compliqué. Là, je dirais que moi, je n'ai pas de solution pour cela, mais peut-être le plaidoyer qu'on peut faire, c'est au niveau des autorités, et même peut-être revoir la structure quand on est en train de ceux qui établissent ces camps-là. Si c'est des camps officiels, bien sûr. Si c'est des camps officiels, normalement, l'installation d'un camp répond à un schéma bien précis. Et au niveau des clusters, on a des clusters qui sont en charge, ce qu'on appelle le cluster abri. Et donc, ils ont des recommandations qu'ils donnent. En général, un camp, c'est un camp officiel. Oui. Donc, les espaces sont aménagés de telle sorte qu'on ait, les sites sont aménagés de telle sorte qu'on ait cet espace-là. Et pour pouvoir, ne serait-ce que, parce que ça dépend, est-ce que c'est sur une longue durée, le camp est habilité à rester plus longtemps? Est-ce que c'est sur une courte durée? Donc, tout va dépendre de la configuration de ce camp. Mais là, en l'occurrence, ce qu'il nous a dit, il n'y a pas d'espace.
Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Est-ce qu'on fait de la distribution alimentaire comme on a l'habitude de faire avec certaines agences? Pour combien de temps? On donne des rations alimentaires, on donne pour 3 mois, après les 3 mois, on fait quoi? C'est ça. Voilà. C'est complexe tout ça. Monsieur Lofa. Oui, peut-être un complément par rapport à ça. Effectivement, tant qu'il y a une proximité, une promiscuité dans les camps, il est un peu difficile de faire l'agriculture parce qu'effectivement, il faut de l'espace, tant pour la composante agricole en général, mais aussi pour l'élevage aussi. Alors, la FAO a développé effectivement une approche qu'on appelle le DTPN, c'est un développement territorial participatif négocié, où la FAO met ensemble les autorités coutumières, les autorités provinciales et les propriétaires de terres, afin que ces ménages aient accès à la terre. Et souvent, c'est cette approche qui sont préconisées en général dans ce genre de situations et qui permettent effectivement aux ménages de pouvoir produire à manger. Et on a développé en Ituri, peut-être M. Macha n'a pas eu l'information comme on aurait souhaité, mais je pense qu'il y a quelques années, et ça continue à le faire parce que dernièrement, effectivement, j'étais en Ituri, à Bunia précisément avant la crise Ebola. Donc, il y a ces activités qui sont conduites où on a vu quand même des ménages pouvoir produire à manger. Et avec le SR, dans un financement CERF, je crois, il y a eu un peu cette approche holistique où le SR va apporter des abris et la FAO a apporté effectivement cet accès à la terre pour produire à manger. Ainsi que les semences. Ainsi que les semences. Et ça a été une réussite totale, en ce sens que, du jour au lendemain, après 6 mois, pratiquement le ménage qui n'avait rien était capable de s'acheter à manger seul et de créer des ressources alternatives, mais également, parfois, à envoyer des enfants à l'école. Donc, c'est un des mandats de la FAO, c'est ça, négocier la terre, faciliter l'accès à la terre aux personnes déplacées, ou bien retourner en cas de crise. Oui. Bien, on est presque à la fin de cette émission qui est organisée à l'occasion de la mise en œuvre du projet d'agriculture d'urgence de la FAO, financé par le Fonds humanitaire en République démocratique du Congo. Monsieur Daouda Doumbia, qu'est-ce qu'on retient par rapport à l'agriculture d'urgence ? Par rapport au projet ou bien... Par rapport, oui, bien évidemment. Non, je pense qu'on l'a assez bien développé, mais le projet, de façon spécifique, c'est un financement américain au travers le Fonds humanitaire, donc OCHA, en l'occurrence au niveau de la RDC, et nous faisons partie des agences qui ont bénéficié de ce fonds-là, qui nous permet de nous déployer sur le terrain, en l'occurrence sur 4 provinces en Ituri. Où après l'Ituri, on a le nord et le sud Kivu, et on a le Tanganyika. Donc c'est un total d'à peu près 55 500 ménages qui sont ciblés. Voilà, pour ce projet-là. Pour quelle durée C'est une durée de 6 mois. 6 mois. 6 mois de financement que l'on a pu avoir. C'est exceptionnel parce qu'on n'a pas pour habitude d'avoir des projets aussi courts, mais vu que l'on parle d'agriculture d'urgence, c'est une façon de pouvoir répondre, d'avoir un mécanisme de réponse rapide, donc disposer en un laps de temps de tous les éléments pour pouvoir permettre aux gens les personnes qui sont dans cette situation-là de pouvoir produire et de passer cette période-là. Donc en l'occurrence c'est 5500 ménages qui sont ciblés et au travers d'un package ou comment on appelle ça, un kit de semences maraîchers et d'outils qui sont remis. Les semences améliorées. Oui, c'est des semences améliorées, l'amarante, des choux paumés, l'aubergine, l'oignon, les carottes, différentes variétés, bien sûr. Ce sont des cultures qui vont très vite, quoi. Oui, ça va vite. C'est les maraîchers. Je pense que le premier mois déjà, l'amarante, on peut déjà récolter. Et donc, sur les 2, 3e mois, on arrive aussi à récolter les autres. Et là, ce qu'on a couplé avec, peut-être c'est important de le dire, on a aussi ajouté un volet cash plus. Donc, c'est du cash qui est remis aux mêmes personnes, de telle sorte que le temps que la récolte se fasse, qu'elle n'utilise pas les semences pour d'autres fins. Ah, d'accord. Voilà. Je pense que vous allez revenir pour une autre émission. Merci beaucoup. On est déjà à la fin. Merci, monsieur Daouda Doumbia, chef de projet d'assistance vitale à la production alimentaire d'urgence dans l'Est de la RDC. Et nous disons merci également à monsieur Junior Elofa, coordonnateur des projets d'urgence et de résilience à la FAO. Excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 11h à Kinshasa.